Le 22 janvier, au terme d'une mutinerie, le colonel Paul-Henri Damiba renversait le président Roch-Marc Christian Caboret. Depuis, il préside le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il a également mis sur pied le commandement des opérations du Théâtre national, une thèse qu'il a développée dans un ouvrage qui est passé inaperçu, mais qui gagnerait à être lu. Michel Galli, bonjour. Bonjour. Vous avez lu Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine, l'ouvrage du colonel Damiba, paru en 2021 et publié par une petite maison d'édition, Les Trois Colonnes. En 160 pages, celui qui n'était pas encore l'homme fort du Burkina Faso dévoile sa doctrine militaire. Au vu du contexte sahélien, qu'a-t-elle de si particulier ? Alors effectivement, c'est un livre confidentiel. On ne connaissait ni l'auteur d'ailleurs qui se présente en civil, ni l'ouvrage qui est passé effectivement inaperçu. Alors, on en regarde en rétrospectif. Alors d'une part, il est contraint, c'est son mémoire de l'école militaire à Paris par lequel il est passé. Donc il est contraint dans son vocabulaire, il ne parle pas de djihadistes mais de groupes terroristes par exemple. Il fait une analyse classique dans la première partie de la situation sécuritaire, en quelque sorte la généalogie des différents groupes, la géographie, ceux qui se sont implantés d'abord au Mali et au Sahel, ceux qui se sont implantés au Nigeria, les zones dépendantes d'AQMI, donc d'Al-Qaïda, les autres de l'État islamique. Et puis, il analyse les réponses sécuritaires, donc avec les armées internationales, les armées nationales, et il fait des propositions pour une autre stratégie militaire et quelque part politique. Le colonel critique les réponses politico-militaires apportées par les États du Sahel, qui à ses yeux sont des États défaillants. Le G5 Sahel, Barkhane et Takuba sont donc voués à l'échec à ses yeux. Alors bon, évidemment, dans le cadre militaire même publié, c'est quand même dit à mots couverts, mais si je peux dire, tout le monde en prend pour son grade. Alors, il parle de cafouillage, d'acteurs multiples et trop d'acteurs, effectivement, nuit à la guerre, d'après lui. Vous avez cité, par exemple, pour le Mali, la MINUSMA, la force Takuba, la force Barkhane. Où sont les armées nationales? Alors, les armées nationales, d'après lui, elles manquent d'ardeur à la guerre. Elles ont tendance à rester statiques, vous voyez. Et donc, effectivement, c'est une critique même soft, en quelque sorte, mais tout azimut. Autre critique du colonel, c'est la méfiance entre les États qui ne favorise nullement la coopération et la pléthore de partenaires, vous l'évoquiez, étrangers, qui n'est pas non plus une solution. Il parle même de coopération internationale cachotière. Que faut-il comprendre? Voilà, c'est-à-dire on cache des renseignements. D'abord, c'est bien connu dans un pays, même ici d'ailleurs, entre les différents agences, armées, corps divers et variés, mais aussi entre pays. Alors, c'est bien évident que dans son pays, le Burkina Faso, c'est un secret de polichinelle. Au fond, Blaise Compaoré, à l'époque, avant qu'il soit renversé en 2014, oui, merci, envoyait un peu des combattants d'abord burkinabés un peu partout, par exemple en Côte d'Ivoire, mais bon, il y avait des excursions un peu dans tous les coins. Mais il avait une sorte de deal avec les groupes djihadistes, c'est-à-dire que le marché, c'était qu'ils agissent à l'extérieur, au Mali en particulier, et qu'ils n'agissent pas au Burkina. Il achetait la paix. Voilà, et qui était une sorte de base arrière pour certains groupes ou leaders djihadistes d'ailleurs. Mais dans le dispositif actuel, le colonel Damiba parle des armées nationales en disant qu'elles sont la cinquième roue du carrosse. Absolument. C'est un constat qui est amer. C'est amer, mais ce qui arrive à la force Barkhane en ce moment le prouve bien. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je le dis. Ces armées que l'on prétendait, au fond, réarmer, ces États qu'on prétendait restaurer, ils étaient mis sous tutelle. Les armées, si vous me passez l'expression, comme à l'époque coloniale, ils servaient d'appoint, comme les tirailleurs sénégalais, de forces alliés, mais subalternes, voyez, à l'armée française. Par exemple, le Tchad et les groupes Touareg ont eu cette fonction dans la reconquête du nord du Mali, notamment dans la Drare des Ifora. Et un officier supérieur nationaliste, effectivement, comme le lieutenant-colonel Damiba, le trouvait d'abord insupportable et qui plus est inefficace. Mais il dit aussi que tout ça, dans ce contexte actuel, les armées auraient pu avoir des résultats s'il y avait eu du renseignement, mais surtout s'il y avait eu des opérations transfrontalières. Mais à qui la faute? Aux militaires qui manquent d'action ou alors aux dirigeants politiques? Alors,
les torts sont partagés. On a parlé des forces internationales, effectivement, qui mettaient les pays et les armées sous tutelle. Les armées nationales, d'après lui, qui n'ont pas une grande appétence au combat, hein, c'est un terme diplomatique, ça veut dire qu'elles restent, ce qu'on reproche par exemple à la MINUSMA au Mali, elles restent enfermées en leur base, elles sont statiques, tandis que l'ennemi est Il parle mobile. d'ailleurs de manque de goût de l'action. Manque de goût de l'action, voilà, c'est exactement ce qu'il dit. Et donc, lui, il veut en quelque sorte réarmer les militaires, c'est-à-dire les pousser à non seulement faire des excursions, comme vous avez dit, au-delà des frontières, en coordination avec les autres armées, mais à mener une guerre non conventionnelle, se calquer en quelque sorte sur l'ennemi, sur les djihadistes, pour faire une sorte de contre-guérilla qui coordonnerait, vous y avez fait allusion avec le commandement supérieur qui vient de mettre en place, en coordonnant les militaires et même les civils. Oui, c'est ce que le Burkina a tenté de faire avec ses groupes armés civils. Tout à fait. On ne peut pas dire que ce soit effectivement un peu comme les dozos dans d'autres pays, que ce soit Au Mali. voilà, une grande réussite parce que ça devient des corps armés incontrôlables qui quelque part sont des milices qui au bout d'un moment agissent sans qu'il y ait de processus au fond de justice, vous voyez, donc ils rendent même la justice dans les villages et ils deviennent incontrôlables. Et l'idée du lieutenant-colonel, c'est de les intégrer dans une sorte de théâtre d'opération où on combinerait les forces classiques, ces milices ou ces groupes armés villageois, et dans des actions offensives, voire clandestines. Avec surtout une part belle au renseignement. Une part belle au renseignement, et puis des forces d'élite, hein, puisque le lieutenant-colonel Amiba fait partie donc de la garde présidentielle, sans jamais avoir soutenu de putsch comme celui de Diendéré, mais il en a gardé cet esprit de commando au fond. Alors, ce commandement du théâtre opérationnel, est-ce une réponse appropriée ou alors le prétexte pour contrôler toute la chaîne du commandement militaire? Bon, sans doute les deux. Ce que ça va donner l'avenir nous le dira, mais effectivement, il prône pour une sorte d'inculturation du système militaire, non pas suivre le général Petraeus, par exemple, en Afghanistan, les techniques, voire les manuels de contre-guérilla, comment conquérir les cœurs et les esprits, ce qui n'a pas très bien marché d'ailleurs en Afghanistan, mais il est pour une sorte d'africanisation, vous voyez, des actions militaires et des forces spéciales qui seraient insérées dans la société ou en coordination avec les acteurs locaux, notamment villageois. Mais cette force panafricaine, l'Union africaine en rêve, mais elle ne l'applique toujours pas. Tout à fait. Alors c'est le grand désespoir de tous les panafricanistes, effectivement. Il n'y a pas d'unité militaire de l'Union africaine et celle de la CEDEAO qui, les Comores, ECOWAS, qui est sous commandement du Nigeria, a parfois eu des conduites catastrophiques. Je pense au Libéria ou à la Sierra Leone où c'était reconnu par les Nations Unies comme un corps armé parmi d'autres. Donc c'était, passez l'expression, du grand n'importe quoi. Donc lui, il prône aussi une refonte totale de la coopération entre les États africains, les armées des États africains. Mais alors comment cette coopération peut-elle exister, puisqu'il lui-même fait un constat en disant qu'il y a une méfiance entre les États? Alors, bon, est-ce utopique ou pas? Il y a une génération, certes contestable, de jeunes putschistes comme au Mali et au Burkina, qui sont quand même très proches. Et en dehors de tout côté politique, ce qu'on constate chez ces nouveaux dirigeants militaires, c'est un goût de l'action, d'aller au contact, en quelque sorte, de l'ennemi, de reprendre du terrain. Donc, on peut peut-être espérer, notamment entre le Mali et le Burkina Faso, qu'il y aurait eu une synergie de ces nouveaux jeunes dirigeants militaires. Mais un coup de force pour établir la démocratie, c'est assez paradoxal. Tout à fait, d'autant plus que ça s'inscrit sur une longue durée qu'on ne voit pas forcément, hein, et notamment les réseaux sociaux. On chante le renouveau, c'est une question d'âge aussi. Hein, c'est des jeunes militaires et donc nouveaux présidents qui ont la quarantaine par rapport aux vieux dirigeants hors d'âge. Mais en fait, ils s'inscrivent dans une continuité militaire. On se souvient de Moussa Traoré, par exemple, au Mali. On se souvient, dans un autre sens bien différent, bien entendu, de Sankara, mais aussi de Compaoré au Burkina. Et donc, au fond, après les pertes des indépendances des années 60, il y a une vague de coups d'État militaires et de régimes militaires. Ce n'est pas du neuf, c'est au contraire de l'ancien.
Et c'est sans doute complètement antithétique avec une démocratie parlementaire apaisée. Mais ces trois colonels que vous venez de citer, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, renouent donc avec les vieux démons qu'ont connus leurs États. Où et quand s'arrêtera la contagion? Tout à fait. Alors, bien évidemment, tout le monde pense au Niger. En cas de bascule stratégique, comme disent les militaires français, de Barkhane vers les pays du Golfe de Guinée, à commencer par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo aussi, effectivement, ce djihadisme est en expansion. Au fond, depuis un foyer dans le nord du Mali en 2012, puis une tentative de conquête qui a échoué de la capitale de Bamako, le djihadisme s'est dispersé dans 5 pays sahéliens. Et même au-delà, ça fait une bande est-ouest, au fond, si on tient en compte. Qui va du Mali au Nigeria. Boko Haram, effectivement, du Nigeria. Et maintenant, ils tendent, ou ils veulent en tout cas, s'étendre vers la côte. C'est ça. On l'a vu au Bénin et en Côte d'Ivoire. Tout à fait, à plusieurs reprises, à commencer par ces zones frontalières où il y a des parcs nationaux, des forêts, où on peut passer d'un pays à l'autre et puis faire une sorte de phoque, comme on disait à l'époque, de foyer de conquête, de foyer insurrectionnel. Michel Galli, le pouvoir de l'armée est-il une chance dans la lutte contre le terrorisme? Une chance ambiguë, oui, une chance peut-être contre les groupes djihadistes, on va le voir dans les mois qui viennent, mais peut-être pas pour la démocratie classique en tout cas. Et n'oublions pas qu'il peut y avoir des putschs dans les putschs, puisqu'au Burkina... On l'a vu au Mali. On l'a vu au Mali, on l'a vu à l'époque de Sankara, donc... une révolution militaire ne finit jamais quelque part. C'est ça sans doute le danger à moyen terme. Merci Michel Galli. Merci à vous.